Merci. Merci d'abord à tous d'être venus. Je vous présente mes meilleurs vœux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dire un petit mot. Bien sûr, donc, je me suis engagé très tôt dans de nombreuses luttes, notamment contre la casse programmée de l'éducation nationale et de l'éducation supérieure. Plus récemment, pour la défense des sans-papiers avec la CIMAD à Béziers. Et puis encore, donc, dans le cadre des différents emplois que j'ai effectués, ou dans un cadre plus général contre la loi des retraites et contre la loi El Khomri, donc pour la défense et l'amélioration des conditions de travail. De toutes ces expériences, de toutes ces luttes, ce que j'ai appris, c'est que l'unité est un combat qu'il faut sans cesse mener. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Alors, aujourd'hui encore plus qu'hier, parce que la division des forces progressistes ne peut plus durer, à l'heure où aucun des acquis sociaux, en fait des conquêtes sociales, puisque tout a été arraché, hein, tout a été conquis aux puissants et aux oppresseurs, n'est aujourd'hui à l'abri d'une remise en cause des réactionnaires. Alors, ces réactionnaires qui aimeraient nous faire revenir au 19e siècle, ils sont de tout poil, mais de deux catégories, on va dire. Dans la première catégorie, et il y en a qu'on connaît depuis bien longtemps, c'est les capitalistes. Et faut-il le rappeler, le rapin du gain est sans aucune limite. Jusqu'à présent, le pouvoir politique a été soit inféodé, soit s'est montré impuissant par manque de volonté pour contrer cet appât du gain. À titre illustratif, aujourd'hui, 62 personnes, soit les 62 personnes les plus riches au monde, détiennent autant que la moitié des êtres humains de la planète. Que 3,5 milliards d'individus. 62 personnes dans le monde. En France, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement dans le cadre des législatives, 10% de la population détient la moitié des richesses totales. Et si l'on pousse aux 1% les plus riches, cela représente un tiers. Un tiers. Et de l'autre côté, toujours selon l'Observatoire, puisque mes chiffres viennent de l'Observatoire des inégalités, toujours selon l'Observatoire des inégalités, sur les 10 dernières années, la France compte 1 million de personnes en plus vivant sous le seuil de pauvreté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc ça c'est depuis la crise des subprimes, 1 million de personnes en plus a basculé sous le seuil de pauvreté, ce qui fait environ 15% de la population qui est abandonnée à la misère. Il y a bien sûr donc, ceux qui sont privés de travail, mais aussi un grand nombre de familles monoparentales, de travailleurs pauvres, et aussi de femmes, puisqu'encore une fois, faut-il le rappeler, malgré les différents gouvernements successifs, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes est encore de 20% aujourd'hui. En vérité, les richesses n'ont jamais été aussi grandes, et elles n'ont jamais été aussi mal réparties. Pour ceux qui ont eu l'occasion de lire l'ouvrage et les travaux de Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle, sa conclusion est sans appel. Sans appel. C'est aujourd'hui toujours le capital, le patrimoine à la naissance qui détermine les chances de réussite comme il y a 200 ans. Malgré la succession des régimes républicains, nous n'avons pas réussi à renverser cette dynamique. Et donc, encore une fois, nous avons autant de chance, les personnes qui sont nées du mauvais côté de la barrière ont autant de chances de s'en sortir par leurs efforts, par leur mérite, par le travail, qu'il y a 200 ans. Donc rien n'a évolué. Comme dans les années 30, ainsi que l'a relevé récemment Marcel Gaucher dans un article, le terrain est propice à d'autres types de forces réactionnaires. Et cela, qu'ils soient religieux ou non. La misère physique ou psychologique, puisque je rappelle que notre pays est le plus grand consommateur d'anxiolytiques, que les dépressions, les burn-out explosent, tout ça, donc cette misère psychologique et physique, fait le jeu des forces réactionnaires, puisque nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui encore de créer l'alternative pour pouvoir prendre le pouvoir et contrer justement cette dynamique du capital et cette dynamique des forces réactionnaires. Donc la xénophobie augmente, donc la haine des pauvres augmente, et donc la peur de l'autre augmente aussi. Et pendant qu'une partie de la population est montée contre une autre, les profits de quelques-uns explosent. À titre illustratif, la fraude au RSA représente 335 millions d'euros. On peut le comparer à la légère négligence de Christine Lagarde de 400 millions d'euros. Mais ce chiffre peut être aussi ramené aux 78 milliards d'euros que perd l'État et les services publics dus à la fraude fiscale,
ainsi qu'aux 70 milliards d'euros qui sont perdus en conséquence de l'évasion fiscale. Donc, toute proportion gardée, si on ramène ces chiffres de la fraude au RSA pour survivre, et à côté de la négligence de Christine Lagarde, et à côté de ce que nous coûte, enfin, de l'argent qui est perdu par l'évasion fiscale et par la fraude fiscale, on se demande bien de quoi on parle quand on entend les représentants à la télévision nous expliquer que justement c'est la faute aux pauvres, que la France est un pays de feignants, et ainsi de suite. Alors, pour toutes ces raisons, et que je pourrais encore plus développer, par exemple une qui m'a marqué récemment, c'est l'écologie, puisque tout laissait à penser que la prise de conscience et l'enjeu du XXIe siècle par rapport aux questions écologiques faisait son chemin de manière tout à fait pérenne. Et bien en définitive, aujourd'hui, cette question-là écologique est aussi remise en cause, plus qu'à n'importe quel autre moment dans l'histoire. Donc ces raisons et puis d'autres, je pourrais les développer plus tard, m'ont poussé donc à m'engager. Mais que l'on soit clair, comme la plupart des personnes de ma génération, donc nées dans les années 90, je ressens le même malaise et la même colère envers la vie politique de notre pays et ses protagonistes. Aujourd'hui, nous pouvons et nous devons faire émerger une autre politique. Mais aussi, car l'un ne peut aller sans l'autre, nous devons faire émerger une autre manière de faire de la politique permettant de concevoir la participation citoyenne, le pouvoir politique des individus et le rôle des représentants autrement. Ce que nous proposons modestement à notre échelle, mais avec une très grande détermination aux citoyens et aux citoyennes de la 3e circonscription, c'est de construire cette alternative politique et cette nouvelle manière de faire de la politique. Alors voilà pourquoi j'ai accepté et voilà pourquoi je mettrai toutes mes forces dans la bataille qui s'engage. Mon intérêt et la démarche que nous portons n'est pas seulement celui de partis politiques. Il transcende toutes les forces de résistance et les forces de progrès, et j'espère que ce message sera entendu par les autres partis politiques avec lesquels nous avons ouvert des discussions, comme Nouvelle Donne, le NPA, Europe Écologie, et celles qui n'ont pas encore répondu à notre appel, notamment la France Insoumise. Notre démarche reste la même. C'est une proposition de candidature qui vise à regrouper toutes les bonnes volontés. Les organisations associatives, les organisations politiques, syndicales, les acteurs de la société civile et toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de la politique menée par la classe dirigeante et de cette manière oligarchique de gouverner. La situation que nous vivons est particulièrement dangereuse pour la démocratie, pour l'environnement, mais aussi tout simplement pour nos vies. Explosion de la pauvreté, chômage de masse, désengagement de l'État dans l'éducation, le social, la santé, le transport, la recherche, etc. nous poussent chacun, petit à petit, à l'isolement et à la violence. Et cette tension est de plus en plus palpable dans la société. L'analyse que nous faisons du contexte actuel, si elle est partagée, ne peut que conduire à un rassemblement, à une union des forces progressistes. Sur notre projet, il ne faut pas nous tromper d'enjeu. L'enjeu sur cette élection législative, sur les élections législatives à venir, c'est d'envoyer effectivement à l'Assemblée nationale des députés qui soient en capacité d'impulser une nouvelle politique. Les grands axes sont connus par toutes les organisations politiques, syndicales, associatives, elles sont partagées, ainsi que par de nombreux citoyens et citoyennes. Donc ces grands axes, nous les avons. La base du projet, la base du travail, nous les avons. Alors, je vais dire quelques mots dessus, quand même. Donc bien sûr, une révolution sociale et démocratique, permettant à tous de choisir et de contrôler les actions des élus, mais aussi de participer directement à l'élaboration des lois. Alors, encore une fois, nous sommes tous d'accord, cela commencera par l'élaboration d'une nouvelle constitution. Mais aussi, puisque l'élaboration d'une nouvelle constitution ne suffit pas, et c'est une thématique que nous pourrons développer au cours de cette campagne, que nous développerons au cours de cette campagne, il faut aussi parallèlement mettre en place des mécanismes de participation directe de tous, c'est-à-dire un référendum d'initiative populaire. Des mécanismes de ce type existent déjà et permettent donc à chacun de proposer des lois et de les faire adopter sans que les élus n'aient leur mot à dire. Donc, en somme, de la démocratie directe. Et entre parenthèses, le pays qui pratique le plus cette forme de démocratie directe, ce sont les États-Unis. Chaque année, il y a environ 5000 référendums d'initiative populaire. Et c'est par ces référendums d'initiative populaire,
au début du XXe siècle que les conquêtes sociales ont été consacrées dans un certain nombre d'États fédérés aux États-Unis. Et encore lors de la dernière élection présidentielle, ce fut l'occasion dans certains États de conquérir une augmentation du salaire minimum, de conquérir des droits sur la sécurité sociale, bref, de conquérir de nouveaux droits et de répondre à tout un tas de questions de société que les gens se posent sur l'euthanasie, sur la légalisation du cannabis, sur le vote par correspondance, bref, sur toutes ces choses-là dont nos représentants ne nous parlent jamais et qui pourtant nous concernent et qui pourraient rassembler les citoyens autour de projets concrets que nous pourrons faire adopter. Alors ensuite, bien sûr, révolution écologique. Alors non seulement il faut changer notre mode de production et de consommation, et nous en avons les moyens dès à présent, mais il faut aussi protéger et sortir les matières premières indispensables à l'humanité, comme par exemple l'eau, de la logique marchande, de la logique du profit et du bénéfice. Encore une fois, localement, ça passe par les régies publiques de l'eau, de la distribution et de l'assainissement de l'eau, mais aussi comme par exemple la Slovénie récemment, en novembre dernier, a consacré dans sa constitution le fait que l'eau n'était pas une marchandise. Donc maintenant, l'eau est gérée par les services publics, et ça, c'est un droit constitutionnel. Voilà ce que la Slovénie a consacré il y a quelques mois. Donc ce sont vers ces démarches-là que nous devons aller avant qu'il ne reste plus rien à partager. C'est aussi l'ensemble de l'organisation de notre agriculture et du système commercial alimentaire qu'il faut revoir autour du développement des circuits courts. Et encore une fois, localement, ce sera un nouvel enjeu avec la lutte contre le projet Oxylane. Et donc j'appelle dès à présent, il y aura un rassemblement qui aura lieu le 28 mars, mais encore une fois, nous aurons l'occasion de développer ces points-là, puisque bien sûr les enjeux nationaux et les enjeux locaux se font écho. Ce sera donc un premier pas contre la destruction de la planète qu'engendre le réchauffement climatique, une solution au mal-être et au mal-vivre des agriculteurs, mais aussi à la malnutrition et à la privation, frappant un nombre toujours plus croissant d'entre nous. Enfin, une révolution économique, car les richesses sont aujourd'hui accaparées par une infime minorité, tandis que l'austérité est imposée partout, un peu plus chaque jour. Et cette austérité, elle tue. Elle tue directement, concrètement, lorsque les hôpitaux, les services publics hospitaliers n'ont pas les moyens de répondre aux besoins. Concrètement, en Grèce, depuis qu'il y a l'austérité, c'est une augmentation de la mortalité infantile. Voilà comment se traduisent directement les politiques austéritaires au niveau des services publics. Mais elle tue aussi cette austérité de manière indirecte. Elle tue lorsqu'elle pousse et elle nous enferme dans la précarité, dans la pauvreté, lorsqu'elle vole nos vies. Mais nos vies, nous allons reprendre la maîtrise. Voilà pourquoi nous nous lançons dans cette campagne et voilà pourquoi nous nous lançons dans ce projet. Et ce projet n'a de sens que s'il est élaboré et enrichi au cours de la campagne qui s'engage avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront, afin de ne jamais cesser de construire ensemble l'alternative nécessaire à notre pays. Nous appelons donc à toutes les organisations politiques, syndicales, mais plus largement à toutes les bonnes volontés. Encore une fois, nous sommes d'accord sur le fond. Et aujourd'hui, ce qui nous divise, ce n'est rien comparé aux enjeux qui s'ouvrent pour le XXIe siècle. Donc le construire ensemble, et nous appelons donc à toutes les bonnes volontés, loin, très très loin de toutes les politiques aériennes, pour gagner cette circonscription. Rassemblés, nous pourrons faire de grandes choses, mais divisés, tout sera perdu. Donc nous invitons tous et toutes à prendre part, selon vos moyens, selon vos envies, à cette campagne. Voilà. Nous nous rappelons donc au rassemblement pour changer la vie. Merci. Ensemble, c'est également déclaré pour soutenir la candidature de Logan, mais chaque force politique, organisationnelle interviendra pour dire exactement ce qu'il en est. Voilà, je voudrais rappeler rapidement un petit peu comment se situe ensemble dans la séquence électorale qui va arriver. Surtout pour les législatives, mais n'oublions pas qu'il y aura une présidentielle avant et qu'il y a évidemment des rapports entre les résultats de la présidentielle et ce qui se passera ensuite aux législatives. Donc vous savez qu'ensemble, après en avoir largement débattu dans ses rangs, a décidé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon, malgré une façon de
désignée qui ne nous plaisait pas beaucoup, qui n'était pas celle que l'on aurait souhaité, mais à un moment donné, il faut prendre acte de la réalité, et vu l'absence d'un autre candidat crédible, valable, unitaire, il y avait évidemment aussi un accord général sur le fond avec le programme défendu par Jean-Luc Mélenchon, puisque grosso modo ce programme c'est quand même celui que nous avons soutenu en 2012 lors de la campagne du Front de gauche, lorsqu'il était déjà candidat. Un large fond commun, et il vaut mieux quand même dans cette période où la droite et l'extrême droite sont extrêmement menaçantes, mettre l'accent sur ce qui réunit plutôt que sur ce qui divise. Bon. Ceci dit, nous avons aussi marqué le fait que nous ne pouvions pas nous inscrire dans le processus unique dans lequel Jean-Luc Mélenchon entend faire sa campagne, c'est-à-dire France Insoumise. C'est pour cela que l'on a lancé un appel qui s'appelle, des militants de l'ensemble et d'autres partis, du Parti communiste, y compris du Parti de gauche, y compris certains verts, ont lancé un appel qui s'appelle Front commun, qui appelle, tout en soutenant Jean-Luc Mélenchon, à créer un cadre commun avec France Insoumise pour mener la campagne. Hein, c'est-à-dire qu'on doit trouver un moyen de réunir des forces sans que forcément on demande aux gens qui ont un passé engagé, militant, etc., de rentrer dans France Insoumise. Bon, cet appel, il a été largement diffusé. Je crois qu'actuellement il est à près de 9000 signatures. Se laissant la possibilité d'avoir des expressions autonomes et indépendantes pendant la campagne, comment on peut faire converger les forces pour assurer le meilleur score de la candidature de Mélenchon. Pourquoi je reviens là-dessus un peu loin, puisqu'ici nous sommes réunis sur les législatives plus que sur les présidentielles, parce que comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a un lien entre les deux qui serait, comment dire, erroné de ne pas le souligner, de ne pas en tenir compte en tout cas. Et deuxièmement, tout simplement parce que nous on aborde les législatives dans le même esprit unitaire que celui des présidentielles. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, la candidature de Logan, elle est tout à fait légitime. Nous sommes prêts à la soutenir, nous sommes prêts à militer avec lui, à ses côtés, à réfléchir au programme qui sera porté, au contenu de la campagne, à la façon d'organiser la campagne, etc. Mais nous pensons qu'il faut absolument, au préalable, essayer que cette candidature soit une candidature du plus large rassemblement possible, sans se laisser rebuter par certaines fins de non-recevoir ou de non-réponse, des choses comme ça. Il faudra que, inlassablement, autant que possible, jusqu'au dernier moment, parce que les législatives, c'est quand même pas tout de suite, il faudra inlassablement essayer de rechercher le soutien le plus large possible à cette campagne. Oui à une candidature de Logan, oui à une candidature légitime portée par l'Assemblée citoyenne, portée par les forces politiques qui interviennent dans cette Assemblée citoyenne, mais essayons effectivement d'élargir, de prendre des contacts, de faire tout ce que nous pouvons pour que cette candidature soit encore plus légitime. C'est clair tout à l'heure, donc au niveau des contacts, bien sûr Nouvelle Donne a déjà répondu, et ils sont prêts ils attendent qu'on leur propose un lieu et une date pour pouvoir discuter, mais il y a aussi eu 2 contacts avec Europe Écologie Les Verts, qui sont en discussion chez eux, et le contact qu'on a eu était favorable à une prochaine rencontre au-delà des discussions qu'ils peuvent avoir entre eux en ce moment.
Et puis il y a eu également, mais je crois que je l'ai dit aussi, le NPA qui s'est manifesté et on doit concrétiser une date avec eux. Bon, après, personne n'a été mis de côté, France Insoumise a été consultée également, mais pour l'instant, il n'y a pas eu, malheureusement, il n'y a pas eu de réponse. Donc voilà où on en est par rapport à la construction de cette démarche unitaire. Ensuite, je crois qu'il y avait Nadine Canet qui était suppléante de la dernière élection législative en 2012 de Robert Trinquier, alors qui voulait être là, mais qui, pour des raisons familiales importantes, s'excuse de ne pas être présente parmi nous, mais elle a souhaité faire une dizaine de lignes pour résumer un peu ce qu'elle aurait pu dire si elle avait été là. Chers amis et camarades, je ne peux pas être présente à la réunion de ce jour, mais je tiens à vous témoigner mon soutien. Candidate suppléante en 2012 dans la 3e circonscription aux côtés de Robert Trinquier, je trouve important de présenter aux législatives un candidat porteur des valeurs de la vraie gauche et des luttes que nous avons menées depuis 2011 dans les assemblées citoyennes, les associations et lors des différentes campagnes électorales, législatives, municipales, départementales. Je mets beaucoup d'espoir en la candidature de Logan qui, fort de l'appui citoyen, saura créer un large rassemblement de tous les tenants de la démocratie, de toutes les forces politiques antilibérales, de toutes celles et tous ceux qui pensent que dans ce monde, il n'y a pas que l'argent-roi. Soutenons pour la 3e circonscription un candidat jeune, symbole du renouvellement, capable de porter la parole de ceux qui souffrent. Avec vous, de tout cœur, Nadine Canet. Merci Mathilde. Donc, la présence et l'implication des différents collectifs citoyens qui sont dans cette assemblée citoyenne entre l'Est et Vidour. Alors bon, je vais en oublier, mais je sais qu'il y a Clapier, il y a Jacou, il y a Castries, il y a Saint-Brest, il y a Terran, il y a Castelnau, etc., etc. Donc je pense que la candidature citoyenne de Logan, effectivement, elle est soutenue et on espère de faire en sorte que ça puisse se concrétiser beaucoup plus largement avec des forces politiques et aussi de nombreuses, certainement, organisations, syndicats, citoyens, militants, etc. L'objectif étant d'avoir une candidature, je le répète, mais c'est le plus important, qui soit la plus large possible au niveau des rassemblements. Bien, donc moi je m'exprime aujourd'hui au nom de l'Assemblée citoyenne entre l'Aise et Vidour, qui représente les communes que je viens de citer, Jacou, Clapier, Castelnau, Castries, Saint-Drézéry, Terran, Maillard, Saint-Geniès, peut-être d'autres encore. Nous avons décidé de soutenir la candidature de Logan car il représente une alternative sociale, démocratique, écologique de large rassemblement à gauche, ce qui a déjà été dit par d'autres, face aux forces libérales ou ultralibérales, qu'elles se disent de droite ou de gauche. Nous connaissons Logan depuis fort longtemps. Il a été notre candidat tête de liste municipale de Clapier déjà. Nous avons déjà fait campagne ensemble et son parcours est riche malgré son jeune âge. Ses qualités humaines, son engagement, sa ténacité, son énergie, son enthousiasme et sa jeunesse sont autant d'atouts qui font de lui un candidat idéal pour représenter nos valeurs citoyennes. Nous joignons donc aux forces politiques, PCF, Ensemble, Nouvelle Donne, ceux qui nous rejoignent, pour soutenir Logan et nous nous engageons donc à participer activement à cette campagne avec les autres forces politiques. Voilà. Une autre force politique, c'est sur le territoire et nationalement, c'est le Parti communiste français. Et donc Robert, qui était candidat en 2012, si tu veux, je te laisse le micro pour donner la parole au PCF. Bonjour. Bon, je voudrais quand même rappeler que pour nous, l'objectif, que je dis nous, c'est l'ensemble, l'objectif et le but quand même, c'est de changer la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préoccupation première, c'est le chômage, c'est les problèmes de santé, c'est la malvie, c'est le désespoir. Et pour nous, l'objectif, c'est de combattre ça, entre PGE. Et c'est ce qui nous a amenés au Parti communiste,
à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour les élections présidentielles, même si, comme le faisait remarquer Bernard Canal tout à l'heure, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur l'essentiel, sur la démarche et la méthode qui a été utilisée pour en arriver à cette candidature. Cela étant, il nous semble qu'on sort de 5 années où, après les promesses faites par la majorité socialiste, et en particulier dans cette troisième circonscription, la députée Fanny Dombrot-Coste, on se rend compte que la situation est quand même devenue désastreuse. D'ailleurs qu'aujourd'hui, les gens, les citoyens, n'attendent pas des paroles, n'attendent pas des promesses, ils attendent des actes. Et pour cela, le meilleur candidat, il me semble que ce sont des candidats qui ne sont pas forcément des candidats connus, mais qui soient surtout reconnus pour leur action, pour leur combat depuis un certain nombre d'années. Effectivement, la candidature de Logan correspond bien à ce profil. Je parle aussi sur ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, ou ce qu'ont dit les collègues du collectif citoyen. Il me semble qu'avant tout, le rassemblement, comme le disait Bernard, il est déjà en marche. C'est pas un hasard si, aujourd'hui, la candidature de Logan, c'est la candidature citoyenne, soutenue par les assemblées citoyennes, par le Parti communiste et par Ensemble. Et ce soutien, on souhaite qu'il soit élargi. Parce que pour gagner, il faudra effectivement que le rassemblement de toutes les forces antilibérales se fasse. Ou sinon, ça veut dire qu'on prend le risque d'avoir demain encore un gouvernement soit social-libéral, soit une droite et une extrême droite dont on connaît déjà aujourd'hui le programme et les dangers. Donc effectivement, oui, Logan est la meilleure des candidatures. Il a de l'expérience maintenant, avec 6 ans, mais beaucoup d'expérience. Il a été tête de liste municipale à Clapier, il a été super aux élections départementales il y a un peu moins d'1 an. Il est reconnu, je le disais tout à l'heure, pour son action, pour son engagement, pour son désintérêt. Aujourd'hui, nous n'avons certainement pas besoin de députés qui répondent le doigt à la couture aux exigences d'un président de la République, comme on l'a vu. On a vu nos députés voter tous les textes. Tous les textes qui sont passés, de l'AMI jusqu'à la loi El Khomri, etc., l'état d'urgence, tous les textes ont été adoptés et votés par la députée à la troisième circonscription. Aujourd'hui, ce n'est plus des paroles, c'est des actes, je le disais tout à l'heure. Donc la bataille politique qu'on doit mener, c'est effectivement créer les conditions du rassemblement le plus large autour de la candidature de Logan, candidature citoyenne. Aujourd'hui, c'est déjà plus une candidature de parti politique, c'est une candidature de rassemblement, mais faisons en sorte qu'avec les écologistes, qu'avec Nouvelle Donne, qu'avec les Insoumis, qu'avec le NPA et certainement d'autres que j'ai dû oublier, cette candidature devienne une candidature porteuse d'espoir et porteuse de propositions pour notre circonscription, pour notre pays. Et je fais confiance à Logan là-dessus, parce qu'on a souvent eu l'occasion de débattre, voire même d'être en désaccord. Il ne lâche jamais, et on ne lâchera rien.